Alors nous allons enchaîner maintenant, après cette phase introductive, sur finalement les objectifs qui ont été petit à petit construits en lien avec tout ce contexte-là, au moment où on a démarré le projet 2018, du coup il se construisait 1-2 ans avant, et les acquis globaux du projet, sachant que comme je le précisais, on vous présente des éléments qui ont été travaillés dans le projet, et puis il ne faudra pas hésiter à revenir vers nous, même suite à cette journée, pour rééchanger à la fois sur les méthodes ou les résultats. Au niveau du contexte, on était vraiment sur un projet avec l'objectif d'intégrer cette dimension environnementale dans les stratégies des syndicats d'AOC. Donc un projet vraiment pour les viticulteurs, les vignerons et pour les organismes de gestion des AOC. Et finalement, il se positionnait dans ce contexte global qui vous a été présenté jusqu'à présent, et également un contexte réglementaire qui avait évolué assez récemment, notamment avec, en mars 2016, la possibilité d'intégrer les mesures agro-environnementales dans les cahiers des charges des appellations. Donc ça a été une grosse étape marquante au niveau de l'INAO. Et suite à cette possibilité réglementaire, il y a notamment la filière viticole qui s'est très vite saisie de cette opportunité-là et qui a, à travers des travaux collectifs avec différents instituts techniques, l'INRA, les chambres, etc., pu, avec l'INAO et l'IFV en tête de pont, pu proposer un guide de l'agroécologie en viticulture qui finalement accompagnait cette intégration de mesures agro-environnementales en 2017. Et finalement, ce guide, il a vécu, et là, il a une mise à jour déjà 2022, où par rapport à ce qu'on disait sur la phase introductive, maintenant on parle transition agroécologique et aussi changement climatique. On a au cours du projet questionné les concepts de l'agroécologie, on vous en a parlé en phase introductive et ça a été aussi un fil rouge lors de ce projet-là. Agroécologie qu'on a nous considéré sous toutes ses dimensions, à la fois une discipline, un ensemble de pratiques agricoles et un mouvement plus global, politique et social. Et finalement, dans ce projet, on a vu, et ça a été présenté par Egisio, nous on a vu l'AOC vraiment comme un socio-écosystème de gestion collective d'une ressource commune, une ressource territoriale. Et comme le disait Alain, le territoire a vraiment eu une place très importante dans ce projet-là et a justifié aussi certains choix méthodologiques. Au niveau des acteurs qui ont été impliqués, donc je reprécise rapidement les spécificités de chacun. Au niveau de l'ESA, on a associé à la fois des agronomes, principalement de l'USC, donc l'unité sous contrat ESA INRAE du GRAP, habitués déjà à caractériser les pratiques, alors les identifier et évaluer leur impact sur la qualité des raisins et des vins, et de plus en plus aller sur des démarches de construction d'itinéraires et de co-construction avec les acteurs. Construction qui désormais prennent en compte des enjeux environnementaux et aussi la durabilité au sens large avec des projets comme Eco3Vic qui avait aussi pris en compte une dimension économique par exemple. Donc une équipe habituée à concevoir des itinéraires avec les acteurs parce que habituée à développer aussi des démarches participatives et qui a été aussi régulièrement en projet à la Chambre d'agriculture pour justement ce travail avec les acteurs et aussi du coup derrière le transfert de connaissances dans les deux sens. La connaissance du viticulteur qui remonte au chercheur et le chercheur ou technicien conseiller qui peut retransférer de la connaissance vers le viticulteur. Et nous nous sommes associés avec nos collègues de l'UMR BAGAP, donc spécifiquement sur la partie agroécologie et écologie, puisque c'était une des premières fois finalement au sein de l'ESA qu'on travaillait entre agronomes et écologues pour la filière viticole. L'avantage, c'est que ce n'était pas nouveau ce travail avec les ODG des AOC, c'est qu'on a un historique qui est là, au niveau de la place angevine, de travail avec les viticulteurs et les collectifs d'AOC, du fait de cet historique autour de la caractérisation des terroirs et de la typicité, notamment des vins, comme on l'évoquait en introduction. Donc finalement, dans ce projet, on a eu des apports de connaissances, mais à la fois des apports de connaissances autour des informations qu'on a pu dégager des différentes étapes de travail, mais aussi des apports de connaissances en termes de méthodes et outils, donc scientifiques, et grâce à l'interdisciplinarité scientifique. Ça a été la force du projet d'associer les disciplines de l'agronomie, l'écologie, l'œnologie, la sociologie et l'économie. Donc ça, pour plusieurs utilisateurs, à la fois de la connaissance pour les chercheurs, mais comme je l'évoquais aussi, de la connaissance pour les producteurs et ceux qui accompagnent les producteurs dans leur production notamment de vins sous indication géographique. Et donc ceci par des démarches participatives. Alors l'originalité du projet, et on l'a un petit peu évoqué en introduction, et ça au niveau notamment de l'ESA, c'est la première fois qu'on a été confronté, qu'on a voulu se confronter à ce type de projet, et avec la Chambre d'agriculture qui nous a suivis, c'est qu'on a été sur un projet évolutif.
comme on le précisait en introduction, le contexte évolue très vite. Ça veut dire qu'à un moment donné, on avait fait le choix d'avoir un projet qui évoluerait en fonction de ce contexte-là. Donc c'est pour ça que je représente un peu le projet sous forme de roue et d'axe, avec un premier axe où on a vraiment co-construit les questions de recherche et les hypothèses avec les parties prenantes du projet et également les autres collectifs qui étaient impliqués, notamment par exemple l'ODG de la Fédération Anjou-Saumur par exemple, et des liens directs avec nos collègues de l'IFV et d'Interloire. On participait également aux différentes réunions de la filière et du coup les questions se sont petit à petit construites en lien, en interaction avec le contexte local et le contexte plus global. Et ensuite on a fait des choix, c'est ces choix-là qui nous ont amenés à définir des actions où il y a eu des développements méthodologiques qui se basaient sur le savoir-faire de ces démarches participatives, du savoir-faire d'enquête et d'ateliers avec les différentes parties prenantes. Donc à un moment donné, il y avait des idées qui pouvaient venir des chercheurs, mais on a fait des choix méthodologiques aussi en fonction des demandes des professionnels. On a défini des grandes actions autour de thématiques qu'on avait l'habitude déjà de travailler, mais où on a plutôt on a plutôt été sur des développements méthodologiques pour s'adapter à l'échelle du territoire. Alors notamment au niveau de l'intégration de la biodiversité, en lien avec l'utilisation de l'analyse du cycle de vie pour évaluer les impacts environnementaux, où on essaye de plus en plus travailler ces questions de biodiversité dans l'ACV. Il a fallu aller sur des développements méthodologiques à l'échelle du territoire, mais ça Christelle vous le présentera juste après. Et également toute la mobilisation, du coup, dès qu'on est au niveau du territoire, des systèmes d'information géographique, des bases de données associées, donc une mobilisation forte de ces outils-là. Et on est resté sur des savoir-faire aussi de l'USEC GRAP sur l'évaluation de la prédiction de la qualité et de la typicité des vins et l'intégration des consommateurs à la fois dans les approches participatives pour construire des itinéraires techniques, c'est une des originalités du projet, et également pour caractériser les vins ou évaluer leur attente en termes d'information environnementale. Au niveau des terrains d'études, alors on était sur un projet qui avait une vocation première de travailler sur les Pays de la Loire et plus spécifiquement sur les vignobles de l'Anjou. Mais comme je le précisais, il y a une co-construction des questions et des méthodes que l'on souhaitait développer avec les acteurs. Donc il y a certaines questions qui ont été priorisées comme devant être travaillées sur le vignoble, notamment de l'Anjou, et d'autres questions qui n'étaient pas forcément une priorité pour les professionnels locaux, et notamment des questions au niveau de l'identité des vins, de la typicité. Il y avait un besoin de changer d'échelle. Historiquement, sur la place angevine, on est habitué à travailler la typicité sur des petites appellations, parce qu'on a beaucoup de petites appellations, notamment sur la région. Et comme on était sur des approches territoires, on savait qu'il fallait faire des développements méthodologiques pour le changement d'échelle. Les professionnels de la région n'ont pas prioriser ces actions pour travailler sur la typicité. Par contre, du coup, il y a une demande forte des acteurs du Languedoc. Et c'est pour ça que finalement, ce projet Avatec, il a été aussi adaptatif en fonction des demandes à une échelle plus large, des fois des demandes en dehors du terrain d'études qui était prévu initialement. Donc c'est une question qu'on a travaillé plus avec le Languedoc. Et également, au cours du projet, est apparu le besoin de se projeter de plus en plus sur le changement climatique. On l'a vu, cette évolution de prise en compte du changement climatique, elle a évolué très vite pendant le projet. Et on a vu qu'il était aussi possible et finalement de céder deux territoires qui avaient déjà connu ces changements, et donc on a travaillé sur des analogues notamment climatiques en lien avec des climats déjà existants aujourd'hui mais que nous retrouverons dans le futur, et on a principalement travaillé avec l'Afrique du Sud dans ce projet-là. Étienne Nittling pourra vous en parler notamment cet après-midi en atelier. Au niveau du premier axe de travail, on a commencé par une phase de diagnostic, puisque c'était plutôt une phase exploratoire pour construire les questions de recherche, voir sur quoi les acteurs voulaient travailler. Donc on a mené une analyse de l'organisation des acteurs pour comprendre déjà comment les acteurs interagissaient entre eux, et quels étaient les leviers et les freins finalement au changement et à l'évolution vers des pratiques plus respectueuses, notamment de l'environnement. Au niveau des résultats, alors c'était des résultats de la première phase du projet, on s'est aperçu qu'il y avait donc des relations de différentes natures. Alors on a un premier groupe de relations qu'on a l'habitude, qu'on connaît bien, c'est toutes les relations de transfert d'informations, d'échange, du fait de travailler ensemble dans des projets. Et là, on voit la place de chacun des acteurs dits de la filière, avec le rôle à la fois de conseil, de transfert, de recherche universitaire, etc. De contrôle aussi de l'accompagnement pour les contrôles des cahiers des charges. On a un second groupe de relations qui sont plutôt liées à des flux financiers, et c'est là que finalement à la fois on peut avoir des flux financiers pour de soutien à certains projets et aussi des soutiens à certaines structures.
Et enfin, on a un dernier groupe de relations, où c'est des relations non contractualisées, plutôt d'influence pour faire évoluer les gens. Et notamment, au niveau de ces relations, on a identifié qu'il y avait des collectifs formels, c'est ceux qu'on va représenter sur les schémas, par exemple, de la filière, mais il y a aussi beaucoup de collectifs informels. Alors ça peut être juste des collectifs liés à des affinités de voisinage, d'amis, de génération. Et ces collectifs, ils peuvent être imbriqués. Donc des collectifs imbriqués à la fois, par exemple, sur des élus vignerons qui sont représentés dans les différentes instances, qui vont être aussi sur un projet un petit peu annexe, comme les ruches connectées, par exemple. Et de plus en plus, lors du projet, on a identifié le rôle et le poids des acteurs dits en dehors de la filière. Alain évoquait les collectivités locales, on a les associations environnementales, des associations de consommateurs aussi. Donc finalement, la représentation des acteurs autour de cette transition agroécologique pour la filière viticole, finalement, il faut l'élargir et prendre en compte des acteurs avec lesquels forcément on n'était pas toujours habitués à travailler, nous en tant que chercheurs en tout cas. On s'est aperçu lors de cette phase-là, du coup, qu'il y avait une connaissance très variable sur différentes dimensions, à la fois sur des connaissances techniques pour évoluer sur cette transition agroécologique, mais aussi de connaissance des rôles des différents acteurs, puisque ça se complexifie très vite et on en perd finalement de savoir le rôle de chacun. Lors de cette phase-là, on s'est aperçu que par rapport aux enjeux du projet et comment les vignerons se projettent, qu'on reste finalement sur une vision très court terme, paradoxalement, avec au quotidien un conseil beaucoup plus dit tactique, c'est-à-dire on va accompagner les vignerons pour qu'ils s'adaptent sur leur itinéraire technique, par exemple annuel, la protection phytosanitaire, mais on a du mal à les accompagner sur une dimension plus stratégique. Alors notamment parce qu'il peut y avoir une incompréhension de qui fait quoi sur cet accompagnement et on aperçoit qu'il y a une déconnexion forte entre ceux qui travaillent plutôt des approches prospectives, y compris notamment les unités de recherche, et finalement des fois des besoins qui sont plutôt sur l'adaptation de mes pratiques là dans le millésime qui est en cours. Donc ça, c'est des résultats qui nous ont finalement amené à retravailler notre méthode d'analyse et finalement comment on représente les acteurs et le système, et on parlait du système socio-économique. On est allé donc finalement sur une connexion avec un projet qui a été co-construit au début finalement du projet Avatec et qui est la thèse donc, de Faustine Ruggieri qui est ici, donc qui travaille spécifiquement sur la transition agroécologique et les dynamiques d'action collective au sein des systèmes sous IG en Pays de la Loire, avec deux filières, la filière viticole et la filière volaille. Et là, la fin du projet Avatec, finalement, correspondait à la première phase du travail de Faustine, mais a permis, nous, en fin de projet Avatec, de faire le choix du cadre méthodologique qu'on utilise pour analyser ce système complexe, avec à la fois des collectifs de nature différente, des relations de nature différente. Donc, une des sorties du projet, et je ne rentre pas dans le détail aujourd'hui, mais c'est d'avoir un cadre d'analyse, notamment de nos entretiens avec les différents acteurs de la filière, qui est bien adapté maintenant pour notamment mettre finalement en équilibre et donner le même poids à la fois au système écologique et au système humain. On était beaucoup rentrés, nous notamment au GRAP avec nos travaux à l'ARES, beaucoup sur le système humain. Et là, c'est un cadre d'analyse qui permet d'équilibrer les deux. Donc thèse qui est prévue donc, pour fin 2023. Donc quand je disais que ça évolue, il y a bien sûr la suite aussi aux travaux et aux thématiques amorcées dans le projet Avatec. Dans le cadre de cette première phase, on a identifié aussi les pratiques. Alors pratiques qui finalement évoluent aussi sur les évolutions finalement pour réduire les impacts environnementaux. Alors on avait pris un cadre d'analyse qui est lié au cadre de l'efficience, donc qui est plutôt lié au fait qu'on optimise une pratique déjà existante, on l'améliore. Au cadre plutôt de substitution, c'est-à-dire qu'on essaye de remplacer une pratique, voire jusqu'à la reconception du système. Donc on a eu une première phase avec notamment, donc là j'ai juste extrait les résultats menés à des travaux avec les viticulteurs, de priorisation des différentes pratiques qui étaient en cours d'évolution sur le vignoble. Donc beaucoup de pratiques autour notamment de la suppression du désherbage chimique total, du fait que c'était finalement une évolution réglementaire qui a été intégrée dans le cahier des charges de l'appellation Anjou. Donc déjà une démarche collective pour faire évoluer, et comme on le précisait, c'était pas naturel au départ de coupler la dimension environnementale et les appellations d'origine. Et là, donc ça a été une première démarche suite à la proposition, à la possibilité réglementaire d'intégrer des mesures environnementales, d'interdire ce désherbage chimique total. Et donc le syndicat et l'AOC Anjou s'est très vite saisi de cette opportunité-là. Ensuite, on a eu des pratiques vraiment liées à
la réduction des produits phytosanitaires avec certaines pratiques, notamment la réduction des pesticides, qui nécessitent dans la région des démarches collectives, puisqu'on a des parcellaires très morcelés, et du coup il faut que les vignerons s'entendent entre eux pour positionner les dispositifs de confusion sexuelle. Et ce qu'on s'est aperçu dans les étapes d'entretien avec les viticulteurs, c'est que même si ces étapes de confusion sexuelle, elles n'ont pas perduré dans le temps, parce que certains se sont aperçus qu'elles n'étaient pas forcément efficaces, ça a maintenu la dynamique collective. C'est-à-dire que ça a été un facteur initiateur d'une dynamique collective. Ensuite, il y a des aspects liés au chai, donc notamment la réduction des sulfites et la gestion des effluents. Petit à petit, quand on va vers la substitution, c'est un raisonnement qui va devoir prendre plus en compte le système, notamment dès qu'on va commencer à aborder les questions de biodiversité. Et aussi, ce qu'on s'est aperçu dans le cadre du projet, c'est qu'on changeait d'échelle, c'est-à-dire que quand on était très focalisé parcelle, itinéraire technique, maintenant on sortait un peu de la parcelle et on était en train de parler de gestion des haies. Et donc on était vraiment, même avec les vignerons, en train de parler vraiment de gestion du territoire. Et au niveau de l'étape de reconception, ce qui est ressorti comme prioritaire avec les entretiens, c'est une dynamique de conversion vers la viticulture biologique, comme l'évoquait Alain, de gens qui évoluent vers la biodynamie et surtout la certification HVE qui était en train de monter en puissance au cours du projet. Donc on va en fait finalement sur ces évolutions plutôt d'une agroécologie dit faible, mais c'est une première étape vers une agroécologie plus forte et plus complexe à mettre en œuvre parce que ça nécessite de reconcevoir l'ensemble du système. Donc au niveau des éléments déclencheurs, on en a évoqué certains. Il y a les évolutions réglementaires, mais qui sont des fois voulues par le collectif. Mais quand même, ce qui est ressorti, c'est que la conviction personnelle, elle doit être là, notamment pour une recherche de performance du système de production, à la fois d'un point de vue économique, impact environnemental, de prise en compte aussi ce qui ressortait beaucoup de santé des opérateurs, notamment pour ce qui s'agissait de supprimer les intrants CMR. Et finalement, ces convictions personnelles, elles viennent renforcer une initiation qui est plutôt liée au collectif. Alors les collectifs de nature variée, ça peut être comme l'interprofession qui amorce toute la démarche à l'époque de constitution du plan filière, mais ça peut être aussi une démarche collective au niveau d'une coopérative qui va dire voilà, on arrête les produits CMR par exemple. Mais ces démarches collectives, il apparaît qu'elles ne suffisent pas, c'est qu'il faut vraiment, elles viennent amorcer, il faut que l'engagement individuel il soit bien présent. Les freins, et on les a évoqués, ça c'est des freins où à la fois il y a des impasses techniques dans certaines situations, notamment au niveau du dépérissement dû aux maladies du bois, et là il y a le plan dépérissement avec des actions qui sont mises en œuvre, l'augmentation des coûts, et dans la région en tout cas il y a le manque de main d'œuvre fort qui ressort régulièrement dès qu'on est en entretien avec les viticulteurs. Donc voici les premiers résultats donc, de cet axe 1. Et au niveau des développements méthodologiques, donc j'ai évoqué les thématiques. Vous allez avoir ensuite donc, les focus sur l'utilisation de l'SCV à l'échelle du territoire, l'intégration de la biodiversité en lien aussi avec des systèmes d'information géographique et la perception des consommateurs. Par ou non. Je dis juste un mot sur des parties qu'on ne va pas forcément développer ensuite lors des focus. Donc sur le pan prédiction de la qualité et typicité, comme je l'évoquais, ce n'est pas une thématique qui a été priorisée par les acteurs ici, régionaux. Par contre, c'est une thématique qui était vraiment forte, notamment en Languedoc, pour arriver à identifier l'identité des vins à l'échelle du Languedoc et à l'échelle des sous-appellations. Les résultats, dans la continuité de ce qu'on avait monté, nous ont permis finalement de retravailler sur la notion de groupe humain de référence. Donc, c'est les acteurs qui sont derrière la définition du produit sous ses différentes dimensions et les différents savoir-faire, les savoir-faire de production, d'évaluation, notamment de la qualité. Et donc on a pu, dans le cadre de ce projet, donc un projet de thèse de Colline Le Riche, travailler vraiment sur le rôle de chacun dans ce groupe humain de référence et montrer que finalement il y avait besoin de travailler sur une validation du vocabulaire, puisque des fois on utilise les mêmes mots, mais on ne met pas les mêmes représentations derrière. Donc on a travaillé, développé une méthodologie pour travailler plutôt sur une phase de consensus, et ce sont finalement les mêmes acteurs qui derrière dégustent les vins. Et on a travaillé sur la complémentarité des épreuves sensorielles avec le choix du bon outil pour le bon interlocuteur, et donc les vignerons notamment qui vont être capables d'identifier à la fois un aire de famille à l'échelle régionale et, quand ils connaissent leur appellation, leur sous-appellation, les spécificités. On a questionné dans ce projet, on en parlait un petit peu, la place du consommateur, parce que justement, le consommateur, il est censé être dans ce groupe humain de référence. Alors, je parle du consommateur averti. Et finalement, nous, en tant que scientifiques travaillant sur la typicité, on l'intègre peu dans la caractérisation de la typicité. Et donc, une des sorties de ce projet de thèse, ça a été aussi de re-questionner la place de ce consommateur-là. Donc, travaux qui ont été valorisés dans une revue scientifique.
Concernant également donc, cet aspect prédiction de la qualité, on a travaillé dans la continuité de travaux déjà menés, alors, initiés avec la caractérisation des terroirs hein, qui date des années 80-90. Et c'est vrai qu'on a une connaissance fine des terroirs disponibles notamment sur l'outil e-terroir d'Interloire. Et dans le cadre du projet, on a continué à travailler sur la notion d'outils d'indicateur pour notamment avoir un modèle qui nous permet d'évaluer, de prédire des types de qualité potentielle de vin. Donc on a travaillé notamment donc, en interaction avec les travaux amorcés par Interloire et l'IFEV pour proposer des bilans hydriques en ligne, donc comme outil de décision et notamment des fois pour adapter l'entretien du sol. Et également on a travaillé sur, en lien avec des travaux d'Amber Parker sur des indices pour évaluer les stades phénologiques. Donc là, au niveau avec Étienne Hitling, on a des outils finalement pour affiner la connaissance des terroirs qui nous servent pour co-construire finalement des itinéraires techniques aussi. Et enfin, comme je l'évoquais, on travaille de plus en plus avec des analogues climatiques, c'est-à-dire la construction des itinéraires techniques. Les expériences de régions qui vivent déjà les changements climatiques nous servent pour se dire, ben, si ça a marché finalement dans une autre région, peut-être qu'on peut l'expérimenter nous aussi localement. Donc voilà pour le panorama global. Alors il ne faudra pas hésiter à revenir vers nous sur le temps de midi ou même après sur, si vous avez des questions un peu plus spécifiques.